Merci pour votre introduction. Donc, on est ensemble en début d'après-midi pour l'heure de la sieste pour 2 heures. Donc, ça va permettre de voir si les débats et les intervenants sont intéressants, ce dont je ne doute pas. On va juste avoir un petit changement de programme. On va commencer tout de suite par parler d'énergie renouvelable, de nouvelles technologies, donc ce qui représente aujourd'hui à peu près 20% du mix énergétique. On parlera ensuite de géopolitique et on terminera par les énergies fossiles qui, comme vous le savez, représentent 80% de nos énergies fossiles, mais surtout aussi 80% des émissions de CO2. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à Jacques Percebois, qui va nous parler d'un problème important, notamment sur les énergies renouvelables intermittentes, c'est leur intégration dans le réseau, grâce notamment au Smart Grid. La parole est à vous. Vous avez 10 minutes. J'ai pris bonne note. Bonjour à tous. Je remercie Myriam pour son invitation. Alors le sujet est un sujet ambitieux, puisque les renouvelables, aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut les développer, puisque ce sont des énergies décarbonées. La question, c'est qu'il y a quand même une controverse sur la façon dont elles ont été et sont subventionnées. Aujourd'hui, l'idée, c'est que les subventions qui ont été accordées ont parfois été excessives via le système des feed-in tarifs. Et donc, beaucoup de pays considèrent qu'il faut abandonner ce système des feed-in tarifs au profit des feed-in premium, c'est-à-dire vous vendez l'électricité sur le marché, mais vous avez une prime en supplément. C'est un système vers lequel s'oriente l'Allemagne aujourd'hui, la prime d'ailleurs étant fixée par enchère, et c'est un système vers lequel d'ailleurs s'oriente aussi la loi de transition énergétique, sauf évidemment pour les toutes petites installations. L'autre idée, c'est qu'il faut favoriser l'autoconsommation de l'énergie renouvelable, en particulier du photovoltaïque. Donc là, il y a un grand débat sur quelles sont les conséquences micro- et macroéconomiques de l'autoconsommation. Les réseaux intelligents vont nous permettre de mettre tout cela en musique de façon beaucoup plus efficace, mais ça va obliger à une refonte de la tarification électrique, notamment de la tarification sur les réseaux électriques. Alors, je rappelle simplement, quand on regarde aujourd'hui, je vais aller trop vite, quand on regarde aujourd'hui les investissements dans l'énergie, dans l'Union européenne, je prends l'Union européenne des 28, vous voyez que les renouvelables, regardez les chiffres de la fin de période, c'est à peu près 72% des investissements en capacité. Donc c'est relativement important. Vous avez l'éolien en bleu, le photovoltaïque en vert, le gaz en jaune. Pendant longtemps, c'était le gaz, mais aujourd'hui, et depuis quelques années, ce sont les renouvelables qui constituent l'essentiel des investissements. Donc, les effets pervers, parfois, ça a été l'idée que, comme cette électricité est subventionnée hors marché, elle intervient à coût zéro, à coût marginal nul sur le marché spot. Ça fait chuter le prix du marché spot et dans certains cas d'ailleurs, ça peut entraîner des prix négatifs. Alors il ne faut pas imputer ou rendre responsables les renouvelables de la baisse totale des prix. Une des raisons majeures de la baisse des prix sur le marché de gros de l'électricité, c'est bien sûr le fait que la demande n'est plus au rendez-vous. La demande d'électricité qu'on croyait voir augmenter a eu tendance à baisser. Et par conséquent, c'est la conjonction de plusieurs facteurs qui explique la chute des prix. Alors on a un effet pervers parce que, bien sûr, les consommateurs qui ont un contrat en offre de marché et qui ont un prix indexé sur le prix spot sont contents. Ça revient à dire que la rente inframarginale des producteurs d'électricité est passée aux consommateurs. Mais ça, c'est vrai pour les consommateurs en offre de marché. Ce n'est pas vrai pour les consommateurs domestiques en TRV, en tarif réglementé de vente. Parce qu'eux, ils continuent à payer le même prix au départ, mais on y ajoute la CSPE qui ne cesse d'augmenter. Et par conséquent, ils ont le sentiment que le prix de gros diminue, mais que le prix TTC augmente. Ceci pour les consommateurs, bien sûr en TRV, ça ne concerne pas les professionnels. D'où l'idée qu'il faut en effet revoir le système. Alors revoir le système, ça veut dire soit baisser les feed-in tarifs, soit c'est la deuxième solution, promouvoir le système des feed-in premium ou d'autres systèmes. Aujourd'hui, c'est vers ça qu'on s'oriente probablement. Je pense que c'est un assez bon système. Je crois que les Allemands dans ce domaine montrent un peu l'exemple. Il y a des mesures tout à fait récentes. La troisième chose, évidemment, c'est, il y a marqué 4, mais c'est 3 en fait. On peut obliger le producteur à auto-consommer son électricité, au moins une partie de son électricité. Et d'ailleurs, il y est incité. Aujourd'hui, beaucoup d'autoconsommation, notamment dans le photovoltaïque, va se développer parce que c'est intéressant pour le consommateur. Le prix TTC augmente. À partir du moment où les coûts du photovoltaïque ou de l'éolien baissent, c'est intéressant d'autoconsommer avant d'injecter.
Alors bien sûr, on peut aussi dire qu'il faut qu'on développe le stockage. Un élément de solution, c'est le stockage. Le stockage qui peut prendre plusieurs formes. Bien sûr, on pense aux batteries, mais on sait que les progrès techniques ne sont pas très faciles dans ce domaine. On peut penser à d'autres formes de stockage, notamment par le biais du gaz, ce qu'on appelle le power to gas. Donc avec l'électricité excédentaire à certaines heures, vous faites de l'hydrogène. Et pourquoi pas, si vous y associez du CO2, vous obtenez du CH4. Ceci étant, ce qu'on appelle la méthanation, c'est la réaction de Sabatier. Ceci étant, cette stratégie aujourd'hui, sur le plan économique, est quand même pas très très rentable, surtout avec les prix actuels de l'énergie. Néanmoins, c'est une hypothèse qui mérite d'être étudiée. Alors, oui. Oui, on a d'ailleurs Robert Bell qui est ici, qui a travaillé sur le projet Volt-Gaz-Volt au niveau européen, qui est un projet important de méthanation avec Corinne Lepage. Ben, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, oui. Alors, donc, aujourd'hui, ce qu'il faut bien voir, c'est que les réseaux intelligents permettent beaucoup de choses. Alors, Michel Derdevet avait raison tout à l'heure de souligner que les réseaux, ils ont toujours été un peu intelligents. Simplement, aujourd'hui, on devrait parler plutôt de réseaux communicants. Ces réseaux communicants, ils permettent bien sûr d'avoir une bonne information sur la consommation, donc la relève des compteurs. Ça permet de lutter d'ailleurs contre la fraude. Les Italiens sont bien placés pour le savoir. Ça permet de mieux gérer la pointe, ça c'est fondamental. Ça permet aussi, et c'est une piste très intéressante pour le futur, une tarification en temps réel. On a un système tarifaire qui annonce en quelque sorte la règle du jeu. On vous donne un menu à l'avance en vous disant voilà le menu de la tarification. Mais on peut concevoir avec ce système-là qu'on ait une tarification en temps réel qui suive les prix de gros sur le marché. Et puis ça permet une meilleure intégration des renouvelables, notamment au niveau local, parce qu'on voit à peu près comment ça va avoir un impact sur évidemment le réseau de distribution, voire le réseau de transport. Bien évidemment, encore une fois, ce qui est important dans le réseau dits communicants, ce n'est pas seulement l'aspect technique du réseau, c'est la box qui sera associée, c'est-à-dire l'ensemble des services qui seront associés. Alors ces services-là, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est des services qui seront payants. C'est-à-dire qu'il y a le service de base, puis il y a tout le plus qu'on peut donner, c'est un peu comme dans les télécommunications. Et donc ça, c'est un enjeu extrêmement important aujourd'hui au niveau des smart grids, parce que la vraie question, c'est non pas l'aspect physique, mais la gestion de la box, puisqu'on voit que tous les opérateurs s'y intéressent, y compris des opérateurs qui n'ont rien à voir avec l'énergie. Et donc certains d'ailleurs craignent qu'on aille vers ce qu'on appelle l'ubérisation de ce domaine, c'est-à-dire que certains s'engouffrent dans, je dirais, ces services rendus aux consommateurs en les faisant évidemment payer le prix fort, ce qui veut dire qu'il y aura des inégalités au niveau de l'accès à ces services. Alors, bon, je passe rapidement sur la connexion ou l'interconnexion entre réseau d'électricité et réseau de gaz. C'est pour montrer, je dirais, les bienfaits de ce qu'on appelle la méthanation, c'est-à-dire la possibilité de transformer de l'électricité excédentaire en méthane. C'est une façon de stocker cette électricité. Donc la question aujourd'hui, c'est de développer l'autoconsommation des renouvelables, notamment pour le photovoltaïque, sachant que la rémunération, ce sera bien sûr la facture évitée, ce que je n'achète pas sur le marché, sur le réseau. Deuxièmement, ce sera la prime que j'aurai si j'injecte sur le réseau. Et puis ça peut être une prime supplémentaire. Alors je vends au réseau, donc j'ai un prix de revient qui m'est donné, mais en plus je peux avoir une prime incitative si on considère qu'il faut développer l'autoconsommation. Alors là, il y a des débats pour savoir s'il ne faut pas une prime plus élevée pour l'autoconsommation ou pour l'injection. Il peut y avoir un effet pervers. Si la prime à l'autoconsommation est trop élevée, je vais avoir intérêt à autoconsommer davantage pour toucher la prime. Et donc je peux avoir, je dirais, une stratégie anti-maîtrise de la demande d'énergie. Donc il y a tout un débat aujourd'hui sur la meilleure incitation. Alors plusieurs systèmes existent, qu'on appelle le net metering, c'est-à-dire je regarde ce que j'injecte, je regarde ce que je consomme, et puis on fait un bilan, ou au contraire, on me donne des primes différenciées. C'est un débat important. La question qui reste, c'est qui finance les réseaux ? Parce que si je suis un autoconsommateur, producteur autoconsommateur, j'ai quand même besoin d'accéder au réseau, parce que j'aurai à certains moments besoin du réseau. Mais quand j'injecte, je ne paye pas sur le réseau. Et si je consomme relativement peu, j'ai besoin du réseau comme secours, mais je l'utilise peu. Ce qui veut dire qu'en termes de puissance, je suis connecté au réseau, mais en termes d'énergie, je ne paye pas l'accès au réseau. Le TURP, le fameux TURP, le péage d'accès au réseau. Donc aujourd'hui, la grande question, c'est, vous savez que le TURP est financé à travers l'énergie, c'est-à-dire qu'on paye les réseaux au moment où on achète de l'énergie.
La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'il ne faut pas revoir la tarification des réseaux en favorisant notamment la tarification en termes de puissance et pas seulement en termes d'énergie. Donc c'est un sujet pour évidemment les gens de RDF. Donc, plus de flexibilité au niveau de la fourniture pour valoriser l'effacement, ça c'est important. Tenir compte des coûts de services associés au réseau intelligent et revoir la structure des tarifs de transport, mais surtout des tarifs de distribution, parce que c'est surtout ERDF qui est concerné par cela. Alors je dirais en conclusion, la première chose, et on le sait bien aujourd'hui malheureusement, c'est que le marché n'envoie pas toujours les bons signaux de prix. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec le prix du pétrole aujourd'hui tel qu'il est, et le prix de l'électricité sur le marché spot. Moi, j'ai participé à la commission Chamsor, on avait envisagé tous les scénarios, sauf un seul. On n'avait pas envisagé un seul instant que que le prix du marché puisse tomber en dessous de l'Arenh. Or, aujourd'hui, le prix du marché de gros est en dessous de l'Arenh. L'Arenh, c'était le prix auquel les concurrents d'EDF peuvent acheter l'électricité nucléaire. On n'avait pas envisagé que le prix du marché pouvait être en dessous. Il était nettement au-dessus à l'époque. Donc on voit bien que les prix du marché n'envoient pas toujours les bons signaux. Il y a des distorsions. L'État lui-même, d'ailleurs, est à l'origine de certaines distorsions. Donc il faut remettre un peu tout ça, je dirais, par terre. Un autre élément important, c'est quand même la prise en compte des externalités. On a déjà évoqué ce matin le débat sur la taxe carbone. Moi, je suis assez favorable à la taxe carbone. Je suis réaliste. Je sais très bien qu'on ne va pas mettre une taxe mondiale carbone pour tous les pays dans les mêmes conditions rapidement. Mais c'est quand même un objectif qui doit être, je dirais, en tête, qu'on doit avoir en tête parce qu'il faut internaliser ces externalités. Et donc, je rappelle quand même que Jean Tirole et Christian de Pertuis ont pris l'initiative d'une pétition, que j'ai d'ailleurs signée, et comme un certain nombre d'autres personnes, en faveur de cette taxe carbone. C'est un peu la direction vers laquelle aller. Tout ça pour dire, au fond, que bien sûr, il n'existe pas de mix énergétique optimal. Les renouvelables aujourd'hui, avec d'autres énergies, notamment le nucléaire, ont une grande vertu, c'est qu'elles sont décarbonées. Et je crois que dans le contexte actuel, et on l'a souligné ce matin, c'est un élément important à prendre en considération. Merci. Il vous reste 6 secondes, bravo.